Merci cher ami, merci tout le monde. Donc, bon, c'est vrai que je suis un habitué, mais c'est une thématique particulière qu'on fait aujourd'hui, qui sort en fin de compte de mes prérogatives. Mais Madame Azizi, qu'est-ce qu'on peut lui refuser? Donc, pour ne rien vous dire, elle nous appelle, elle nous impose une thématique et elle nous dit voilà, il faut le faire. Voilà, donc m'exécute, je fais ce qu'on m'a demandé de faire. Ramadan sujet âgé, c'est vrai que c'est une particularité. On est à quelques jours du Ramadan. Parler du sujet jeune, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai que le sujet âgé, et c'est dommage, Madame Amma, qui est vraiment la référence en gériatrie, aurait peut-être beaucoup mieux fait que moi ce topo. Alors, on va essayer de faire une overview en 30 minutes, peut-être un peu moins pour laisser le temps aux questions, sur le contexte marocain, le contexte de la population gériatrique marocaine, et voir est-ce que le ramadan peut changer des choses dans la population gériatrique, et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour soit laisser nos sujets âgés jeûner, ou peut-être leur contre-indiquer. Ou alors, la dernière question, c'est est-ce que l'âge est une contre-indication au ramadan? C'est une vraie question que l'on peut se poser. Alors, vous me connaissez maintenant, ça c'est mon côté interniste, et je commence toujours par des citations. Ça nous fait méditer et ça nous remet sur terre. Si nous avons besoin de sages-femmes à nous mettre au monde, nous avons besoin d'un homme plus sage encore à nous en sortir. Ça, c'était Montaigne qui disait ça, qui reflète en fin de compte l'importance de la gériatrie. Alors, c'est un problème mondial, vous le savez. Quand même, aujourd'hui, on a 7%, on a plus que 3 millions de Marocains qui ont plus de 65 ans. Mais est-ce que 65 ans, c'est la gériatrie? On va voir ça tout à l'heure. Et puis, regardez, on s'attend à ce que dans une vingtaine d'années, que 80% de la population ait plus de 60 ans dans les pays en développement. Et vous avez tous entendu parler cette semaine de la Cour des comptes qui parle des problématiques de la retraite, et cela vient de ces données épidémiologiques. Alors l'explication, bien sûr, c'est l'espérance de vie. Alors, qu'est-ce qui ferait en fin de compte que le ramadan lui-même affecterait éventuellement la population gériatrique? C'est tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le déclin progressif des fonctions de l'organisme. Alors, je ne vais pas tout détailler. Ce que j'ai mis ici, c'est essentiellement les organes qui pourraient éventuellement être atteints en période de ramadan. Le cœur, le rein, cerveau, foie, poumon, on va y revenir tout à l'heure. Explique les difficultés d'adaptation des personnes âgées au stress, et qu'on le veuille ou pas, le ramadan est un stress. Et puis, bien sûr, il y a un déclin fonctionnel responsable des modifications pharmacocinétiques. Vous avez compris de quoi je veux parler. Je veux parler des thérapeutiques que prennent les sujets âgés. Et vous tous, dans votre cabinet, vous avez cette question: qu'est-ce que je fais de mes médicaments pendant le mois du ramadan? Alors, de parler également du sujet âgé et ramadan, c'est ne tenir compte d'une chose, c'est la polypathologie. Et au-delà de 70 ans, vous avez 3 à 5 maladies en moyenne. Et qui dit polypathologie dit polymédication. Donc, en gros, quand on voit, et ça, c'est des données marocaines que j'ai prises de chez mon ami professeur Mohamed, grossièrement, en consultation de ville gériatrique, un sujet âgé a entre 4 à 6 médicaments. Et Madame Mohamed, qui est présidente d'un centre de gériatrie, dans son institution, la moyenne, c'est 8 médicaments par patient. Et vous comprenez de là, qu'est-ce que la problématique qui est posée? C'est l'interaction, c'est le problème des interactions médicamenteuses et des accidents iatrogènes. Alors, autant quand vous prenez les médicaments correctement, et ce qui est posé dans le ramadan, c'est que quand un sujet âgé est jeune, il prend tout d'un coup. Une des questions qui se pose: peut-on prendre tous les médicaments en même moment? L'autre chose également dont on doit discuter, quand on doit tenir compte, quand on parle de sujet âgé et ramadan, c'est le problème de la dénutrition. Ce problème de dénutrition est souvent lié à la pathologie, j'en ai parlé, qu'elle intéresse quand même 3 à 5% des personnes à domicile, et puis, qu'on le veuille ou pas, il existe une intrication du médical et du social. Et cette introduction, c'est pour vous dire une question à laquelle nous allons essayer de répondre ensemble. Est-ce que, au cours du mois de Ramadan, est-ce que tout cet équilibre dont je vous ai parlé, est-ce qu'il est obligatoirement rompu? Est-ce qu'il est toujours rompu? Ou alors, est-ce qu'il est exceptionnellement rompu? Et de ce fait, peut-être qu'il n'y a pas de contre-indication à permettre à un sujet âgé de jeûner.
Peut-être pour remettre les choses, et ça c'est une diapo que j'ai mise volontairement après celle où je parlais de 65 ans, parce qu'il existe on a redéfini, si vous voulez, la population gériatrique, et pendant le mois de Ramadan, on est obligé d'intégrer ces données-là que j'ai résumées sur une seule diapo. En gros, si on veut résumer la population gériatrique, vous avez 3 groupes. Le premier, c'est 65 jusqu'à 80 ans, mais dont les caractéristiques de morbidité ne diffèrent pas des adultes plus jeunes. Donc, cette population-là, vous êtes d'accord avec moi, la problématique du ramadan ne se pose pas du tout pour eux. Le deuxième groupe, c'est 80-90 ans, monopathologique, une hypertension artérielle par exemple, bien équilibrée sous amlodipine, mode de soins, et également ne diffèrent pas non plus sensiblement des adultes jeunes. Et volontairement, je vous ai mis ces 2 groupes, et avec des extrêmes d'âge, où en gros, même un sujet très âgé, monopathologique, en lui-même l'âge, vous comprenez le message que j'ai envie de passer, l'âge en lui-même seul n'est pas une contre-indication aux jeunes, contrairement à ce qu'on peut entendre. Troisièmement, 75-80 ans aux hommes, polypathologie, grand vieillard, là aussi, bien sûr, la problématique complètement différente. Là, c'est une contre-indication formelle. L'autre message que j'ai envie de passer également, c'est que examiner, j'ai mis volontairement, mais pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens purement médical, un vieillard n'est donc pas une chose facile, mais il faut être persuadé, voilà le message que j'ai envie de passer également aujourd'hui, qu'il n'est pas normal qu'un symptôme quelconque apparaisse et encore moins de le rattacher au seul âge. Donc ce n'est pas parce que vous avez un symptôme X, et là vous le savez très bien, il y a des stéréotypies dans le contexte marocain et même ailleurs, et je vous ai mis quelques stéréotypies qu'on retrouve dans nos familles. C'est tout trouble mental, c'est un Alzheimer. C'est tout trouble mictionnel, c'est un adénome de prostate. C'est tout œdème des membres inférieurs, c'est une pathologie cardiaque. Là aussi, bien sûr, évitez cela. Pourquoi? Parce que c'est rarement vrai. Et cela m'amène à parler de quoi? Quand on parle du ramadan, la théorie du 1 plus 2 plus 3 est une théorie qui est encore plus qui est plus acute, comme diraient les Américains. Schématiquement, pour résumer, c'est quoi cette théorie du 1 plus 2 plus 3? Chez le sujet âgé, peuvent se combiner dans des proportions très variables. Il y a tout d'abord l'effet du vieillissement sur un organe considéré. Ça, c'est quelque chose de constant chez toute population gériatrique. Après, le 2, c'est quoi? C'est l'exemple. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. L'exemple d'une pathologie précise qui va toucher un organe. Vous avez une hypertension artérielle, on va y revenir tout à l'heure, mais pour pouvoir avoir une complication, il faut obligatoirement le 3. Et c'est le 3 dans lequel on peut se poser la question au cours du mois de Ramadan, c'est la survenue d'une cause précipitante, c'est souvent qui est extérieure à l'organe qui est défaillant, et c'est là qui peut éventuellement précipiter les complications, et c'est ce 3 qui représente le Ramadan et que nous devons également intégrer dans notre raisonnement. Est-ce que ce 3 va entraîner une aggravation de notre population gériatrique? Donc voilà les exemples simples que je vous ai mis. Je me suis mis comme si j'étais dans votre cabinet. Voilà des exemples simples auxquels on peut être confronté. Vous avez quelqu'un qui a 80 ans, donc un cœur de 80 ans, qui a un rétrécissement aortique connu stable, donc il n'y a pas besoin de traitement particulier. Mais le fait, un exemple type, c'est qu'il prend des antiagrégants plaquettaires. Il a jeûné toute la journée, il n'a pas pris d'IPP, il va faire une anémie par saignement et il va décompenser son urgence cardiaque. Voilà le 3 où le ramadan peut jouer. Voilà des exemples qu'on doit se poser. Un autre exemple, rein de sujet de 80 ans, qui est physiologiquement stable, qui a une pyélonéphrite chronique avec une petite insuffisance rénale stable, donc pas de problématique particulière, mais il va peut-être prendre son diurétique à un instant particulier, il va faire 40 degrés, par exemple, pendant la journée, il va faire une déshydratation, et là, cette insuffisance rénale chronique qui était stable va devenir une insuffisance rénale aiguë et qui va compliquer nos patients. Voilà les questions, vous avez vu. Donc, en gros, l'âge en lui-même n'est pas une contre-indication, mais la question que l'on doit se poser, est-ce que le ramadan lui-même, par le biais de certaines complications, peut aggraver un sujet gériatrique? Et l'autre question, que peut-on faire pour éviter ces complications? Si on prend le cas du numéro 1, le fait de donner un IPP et donner un antiagrégant plaquettaire n'est pas une contre-indication, et en lui-même, voilà, l'hémorragie va être... Alors, je continue dans ces exemples. Un cerveau d'un sujet de 80 ans qui a une sténose
carotinée à 75%, mais non parlante, c'est-à-dire qu'on surveille, pas de chirurgie, rien du tout, symptomatologie, d'hémiplégie causée par une hypoglycémie iatrogène, hypoglycémie. Là aussi, ça, c'est des choses fréquentes en population gériatrique et les endocrinologues et les diabétologues que vous êtes connaissent mieux que moi ce type de complications qui peuvent survenir pendant le mois de Ramadan du sujet âgé. Donc voilà, je vous ai mis volontairement quelques exemples et je vais continuer en gros sur les questions que l'on doit se poser. Quelles sont les règles générales de prescription du sujet âgé pendant le mois de Ramadan? Tout d'abord, la première question, et c'est des choses que l'on fait toujours, c'est s'interroger sur la nécessité de prescrire des médicaments. Ben oui. Des fois, il y a des ordonnances qu'on reconduit, on sait commencer un traitement, mais on oublie de l'arrêter des fois quand il n'est pas obligatoire. Ne prescrire que lorsqu'on a la certitude d'un bénéfice thérapeutique. Pensez à la posologie, là aussi, c'est une chose qui est extrêmement importante. Ne pas oublier que l'apparition de nouveaux symptômes peut être due à des effets secondaires, des thérapeutiques. Donc ça, c'est les adages que je vous ai mis. Et pensez bien sûr à la présentation du médicament. Pourquoi la présentation du médicament? Je vais vous sortir tout à l'heure la dernière conférences religieuses donc des ulama marocains qui se sont posé la question quels sont les médicaments qui sont permis, quelles sont les voies qui sont permis, et ça c'est quelque chose de marocain, qui sont permises qui ne comment dire, les matiftosh, donc qui ne, je sais pas comment traduire, vous avez compris ce que je veux dire. Alors, établir une histoire précise des prises médicamenteuses, attention, faites très attention, surtout lorsque votre patient prend tous les médicaments fil-ftor, ou alors il prend tous les médicaments au moment de suhoor. Voilà, il y a des médicaments qu'on ne peut pas associer. L'exemple type, c'est les antivitamines K. Voilà, une vraie problématique que peut se poser avec les antivitamines K, où on sait, donc, quand vous avez une arythmie par fibrillation auriculaire, que c'est des médicaments qu'on doit espacer par rapport à l'alimentation, qu'on doit espacer avec d'autres thérapeutiques qui peuvent soit diminuer l'efficacité ou alors allonger l'INR et être responsables d'un accident hémorragique. Alors, n'utilisez les associations de médicaments que lorsqu'elles sont logiques, donc aidant à l'observance. Et là, quelque chose de simple. Vous avez 2 médicaments, vous pouvez prendre des antihypertenseurs en une prise, par exemple, etc. Donc ça, c'est déjà justement thérapeutique. On pourra y revenir tout à l'heure. Et puis, si un médicament est ajouté, essayez de déterminer si un autre peut être arrêté. C'est une vraie question également. Essayez de vérifier si le patient observe. Et puis, bien sûr, se souvenir qu'il est tout aussi important de savoir arrêter un médicament que de savoir le commencer. Ça, c'est des choses vraiment d'ordre général, mais quand on se fait cette checklist et tous nos patients, on se rend compte qu'on oublie des fois. Donc, en gros, pour clore cette deuxième partie de ma présentation, ce qu'on peut dire, c'est que les prescriptions pendant le mois sacré du Ramadan chez les sujets âgés doivent répondre à 2 types de contraintes. Les unes religieuses, et donc, on est dans le contexte marocain, on est obligé d'en parler. Et puis, il y a les autres scientifiques. Et faire en sorte que le religieux n'aille pas contre le scientifique et que le scientifique n'aille pas contre le religieux. Et donc, le fait, par exemple, qu'un diabétique jeûne, ben voilà, c'est des choses que vous vivez au quotidien. On va y revenir. J'ai vu qu'il y avait des conférences tout à l'heure qui vont parler de cela. Changer un médicament par un autre qui peut être pris en une seule fois par jour, c'est une vraie question également. Et puis, bien sûr, changer la forme de prise pour prescrire une prise autorisée à la place d'une prise non autorisée. Et je vous ai sorti la conférence médico-religieuse initiée par la Fondation Hassan II. Donc ça, c'est purement marocain. Et je remercie mon ami le professeur Rerbi, chez qui j'ai pris cette conférence et qui me l'a remise. Donc, en fin de compte, et vous avez vu que les ulama ont clairement tranché sur cela. Ne sont pas autorisées les prises orales. C'est les seules prises qui ne sont pas autorisées. Et donc, sont autorisées les prises médicamenteuses par voie intraveineuse, par voie intramusculaire et sous-cutanée. Donc, je vous ai traité il y a 3 ans la prise en charge de la PR en médecine générale. Ben, le méthotrexate, qui est une injection par voie sous-cutanée, n'est pas en contradiction avec un jeûne chez un malade. Voilà, ça nous permet de répondre à toutes ces questions. La voie nasale, la voie ophtalmique, les suppositoires, les ovules gynécologiques, les crèmes et les pommades et les sprays et les vaporisateurs. Donc, en gros, moi, je pense qu'ils ont fait un superbe travail et ils nous ont réglé notre problème qui est posé, puisqu'ils ont
conclut qu'il n'y a que la prise orale qui est contre-indiquée, tout le reste est purement permis. Alors, sujet âgé, déshydratation et ramadan, c'est la vraie problématique dans le contexte marocain. Heureusement que cette année, le mois de ramadan, c'est en avril, quoique on ne sait pas si le mois d'avril va être chaud ou froid. Diagnostic, il faut toujours avoir à l'esprit, car les signes cliniques sont peu spécifiques. Et ça, c'est vraiment un gros message. N'attendez pas à avoir la symptomatologie d'un enfant qui est déshydraté pour parler de déshydratation sujet âgé. Chez le sujet âgé, c'est autre chose. En gros, retenez une chose, toute modification du comportement chez un sujet âgé est une déshydratation, est une infection, et jusqu'à preuve du contraire, trouve de la marche, des chutes. Un sujet âgé qui a l'habitude d'aller faire ses courses et il vous dit, vous savez quoi, voilà, c'est ces petits symptômes qui vont vous orienter et il faut toujours rechercher en cas d'affection fébrile, de troubles digestifs. Et là, vous savez très bien que pendant le mois de Ramadan, la diarrhée du fait du changement de notre mode alimentaire est fréquente. Les prises médicamenteuses, faites attention, surtout chez les constipés. Quand on donne des laxatifs, il ne va pas parler de la diarrhée induite par les laxatifs. Et puis, bien sûr, les facteurs prédisposants à la grande chaleur. Et n'oubliez pas le régime de restriction hydrique. Donc, qu'on le veuille ou pas, vous savez très bien que c'est le sujet âgé. Bon, je vais y aller. Chez le sujet âgé, la notion de soif n'existe peu et donc le fait de boire peu peut favoriser bien sûr cette déshydratation et je vous ai mis. Alors, un sujet âgé, et là honnêtement, à mon sens, c'est juste pour faire de la formation médicale continue, mais à mon sens, si on arrive à ces situations, il ne devrait pas jeûner. Il y a des sujets âgés, et nous avons tous en fait des grands-pères qui vous disent « Walou anabarinso, je veux à tout prix jeûner ». Et il fait très, très chaud, il y a un risque de déshydratation majeure. Sachez qu'il existe ce qu'on appelle l'hypodermoclyse dans la prévention de la déshydratation. C'est quoi? C'est pendant qu'il dort le soir, on prend de la solution salée isotonique qu'on met en sous-cutané et qu'il passe pendant que son endormissement le soir et donc ça évitera la déshydratation. Mais honnêtement, pour arriver là, il faut vraiment avoir un papy ou mamie qui vous disent « Ouais, Luana Barinsoum, quel que soit X ». Donc voilà, c'est vraiment une situation. Sachez qu'on peut le faire, c'est des choses très simples et bien sûr les gériatres connaissent très bien ce type de choses. Dénutrition, l'autre message que j'ai envie de passer, c'est que c'est le sujet âgé, et vous le savez très bien, il y a ce qu'on appelle les anomalies de la denture, les troubles de la déglutition, et surtout le message, c'est que le seuil de perception du goût avec la change, et vous savez que le salé, amer, acide, sucré, il y a cette baisse sécrétion salivaire, et qui explique en fin de compte ces satiétés précoces qu'a le sujet âgé. En gros, il va manger un tout petit peu et il va rien manger jusqu'au lendemain. Attention à la dénutrition. Attention à la dénutrition qui peut être une complication extrêmement sévère et cette dénutrition est favorisée bien sûr avec ce qu'on appelle cette polymédication et n'oubliez pas les mycoses buccales qui sont fréquentes, d'accord, qui peuvent être responsables de cela. Et donc, en gros, les conséquences, c'est la vulnérabilité et toute dénutrition, vous le savez très bien, il y a l'albumine qui rentre en jeu. Cette vulnérabilité qui explique que la potentialité au cours du mois de Ramadan de survenir d'infections chez le sujet âgé avec une baisse de la capacité de guérison. Et je vous ai mis ici les besoins énergétiques. Alors, quel qu'on conseille? Qu'est-ce qu'il faut leur donner comme conseil? Tout d'abord, il faut éviter les régimes quels qu'ils soient, sauf pathologie bien déterminée. Ça, c'est vraiment le premier message qu'il faut garder. Deuxièmement, traiter les causes pathologiques ou celles liées à l'environnement. Ça, c'est des choses, c'est de la culture générale, si on veut dire. Maintenir la diversité des apports alimentaires pour éviter toute carence. Elle doit être considérée comme un des plaisirs de la vie. Maintenir une activité physique régulière. Et puis, l'autre chose importante, la grande problématique sujet âgé, et vous savez très bien, c'est les fécalomes qui surviennent chez le sujet âgé et qui sont plus accentués en période de déshydratation et donc la constipation, là les fibres végétales, plutôt que les laxatifs, les fibres végétales à fond dans l'alimentation. Et puis, je ne peux pas parler du ramadan sujet âgé sans parler de la prévention des infections. Et en gros, avant, et ça c'est des choses qui agissent longtemps à l'avance, avant un sujet, quand vous avez quelqu'un dans la famille qui veut jeûner, ben vérifiez une chose simple. Vérifiez, c'est la prévention des infections. Vérifiez son statut vaccinal. Son statut vaccinal, et en gros, ça se joue pas aujourd'hui, on est en avril. Quand vous avez quelqu'un qui veut jeûner, ben plusieurs mois auparavant, ben il faudra vérifier qu'il a eu son vaccin antigrippal
qu'il a eu son vaccin antipneumococcique, qu'il a eu les autres vaccins. Pourquoi? Parce que je vous ai montré, la dénutrition en elle-même peut être une susceptibilité aux infections, et donc ça ne sert à rien, surtout que le ramadan maintenant va aller en diminuant, et donc on va arriver à mars, février et janvier, et donc si vous jeûnez et vous chopez en plus une grippe qui va se surinfecter, une infection pneumococcique, vous comprenez que les complications, rappelez-vous la théorie du 1 plus 2 et plus 3. Le 3, c'est cela. Donc, ça se joue sur des petites choses qui peuvent, et vous comprenez mon point de vue, c'est que vous avez compris mon message, c'est que pour moi, l'âge en lui-même n'est pas une contre-indication au ramadan. Et donc, moi, je favoriserai, mais à condition de respecter cela. Et ce sont des petites choses qui se jouent longtemps à l'avance. Donc, toutes les vaccinations vont être pratiquées. Pas de contre-indication liée à l'âge. Également avec la vaccination Covid-19, vous pouvez associer bien sûr les différentes vaccinations. Et puis n'oubliez pas, il y en a beaucoup qui vont aller à l'Umrah pendant le mois du Ramadan. Ça se joue également à l'avance. Le vaccination anti-méningocoque et contre l'hépatite A, parce que la diarrhée qui va donner la déshydratation, ça vient de là avec une modification de l'alimentation. Donc voilà, je vous ai mis le calendrier vaccinal. Et puis vous pouvez tout associé, là aussi c'est un gros point positif, comme j'ai déjà fait des présentations sur la vaccination Covid-19 et vaccination antigrippale, ça s'associe sans aucun souci, ça se joue en avant, et donc l'intérêt des vaccins combinés. Peut-être un petit message, c'est attention aux patients qui vont être sous antivitamine K. Et là, on sait très bien que ça peut modifier votre INR pour être modifié avec l'alimentation. Votre INR peut être modifié lorsque vous prenez les médicaments en même temps. Je prends un exemple simple. Vous prenez AVK avec quinolone, ça va parce qu'il a une mamie qui a une cystite, vous la mettez sous quinolone et il est sous AVK, accident hémorragique. Voilà, des choses vraiment très simples auxquelles on oublie. Et sachez bien sûr que l'alimentation en elle-même peut modifier, et donc peut-être qu'il faudra vérifier de façon plus rapprochée les INR de vos patients, soit dans le sens baisse de l'INR ou dans le sens d'augmentation de l'INR. Donc, en gros, pour conclure, et j'ai respecté le temps, Monsieur le Président, en conclusion, et ça résume un peu ma pensée, mais on pourra y revenir tout à l'heure en discussion, quand le jeûne risque d'altérer la santé, quand le pratiquant est déjà malade, l'islam l'exemple du jeûne. Mais en dehors de cela, il n'y a pas de contre-indication. L'âge en lui-même n'est pas une contre-indication. C'est la maladie qui est une contre-indication au jeûne. Et bien sûr, n'oubliez pas le 1 plus 2 plus 3. Évitons d'avoir le 3 pour éviter les complications, pour que cela se termine. Et j'ai commencé par une citation. Je termine par une citation. Si un bon médecin ne guérit pas toujours de sa maladie, un homme affaibli par l'âge, au moins le préserve-t-il d'un mauvais médecin aggravant le mal, le rendant incurable, précisément ce qu'il y a, ce qu'est le malade. Je vous remercie. Citation à méditer.